Bonjour, Alain Petitjean. J'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde qui ça tournera autour du temps de travail et de l'organisation du travail. Je vous préciserai tout à l'heure pourquoi nous avons conjoint ces deux dimensions de notre ouvrage et de notre travail collectif sur la prospective travail-emploi. Ensuite, nous aurons une discussion et nous essaierons également de répondre à vos questions ou interpellations avec Odile Chagny, avec Jean-Yves Boulin, avec Jean-Luc Léger, et nous essaierons de couvrir un certain nombre de dimensions complémentaires sur cette question double donc du temps et de l'organisation du travail. Pourquoi est-ce que nous avons joint ces deux interrogations sur le temps et sur l'organisation du travail? Parce que depuis la révolution industrielle, il y a un lien très fort entre les modes d'organisation du travail par les grandes entreprises et la question du temps de travail, qu'il soit individuel ou collectif. Pour faire simple, le principe de la révolution industrielle, donc au début du 19e siècle, c'est un principe où une organisation du travail maximise la productivité du temps de travail et l'organisation dicte ensuite l'aménagement du temps de travail. Cette problématique donc de la révolution industrielle s'est développée très progressivement avec les automatisations, avec les automatisations de chaque tâche. Excusez-moi, j'avais une petite perturbation dans mon environnement immédiat. Donc, avec l'automatisation de chaque tâche, ensuite, il y a eu, comme vous le savez, un chaînage des tâches, l'organisation taylorienne, mais en tout état de cause, dans l'organisation industrielle, c'est l'organisation du travail qui prime sur la gestion des temps. Et cette organisation industrielle du travail, à partir de la fin des années 60 et beaucoup plus massivement à partir des années 80, a gagné l'organisation des services, en tout cas d'une bonne partie des services, de tous ceux des services qui étaient découpables en tâches. Et donc, on a eu une extension de cette organisation du temps de travail par subordination, on va dire, à l'organisation du travail. Le dernier quart de siècle, c'est-à-dire en gros pour la France en tout cas, de 95 à aujourd'hui, a vu un autre paradigme qui était relativement intéressant, même s'il était conflictuel, qui était, si je dois le résumer, un troc entre l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ce troc, par le mot troc, on imagine un accord gagnant-gagnant. Non, ça n'a pas toujours été un accord gagnant-gagnant et ça vaut le coup de revenir sur le caractère relativement conflictuel de cette nouvelle étape. Mais si nouvelle étape il y avait, c'est bien qu'il y avait de nouvelles demandes. Il y avait de la part en termes d'organisation du temps de travail, il y avait une demande de plus grande flexibilité, plus grande saisonnalité, c'est toute la dimension aménagement du temps de travail. Du point de vue des salariés, des travailleurs au sens large, qu'ils soient salariés d'ailleurs ou pas, il pouvait y avoir des recherches d'une part d'économie de temps de travail, donc des recherches de temps libre. Il pouvait y avoir éventuellement des recherches de temps choisi, qui sont deux choses radicalement différentes, même si elles peuvent être complémentaires. Donc les 25 dernières années, en matière de temps et d'organisation du travail, ont été marquées par ce troc entre aménagement et réduction du temps de travail. Il est d'ailleurs assez significatif qu'en France, les gens parlent de RTT, alors qu'il n'y a jamais eu de loi de RTT. Il y a une loi d'ARTT, aménagement et réduction du temps de travail, et le MEDEF ne rendra jamais l'annualisation du temps de travail, qui était, rappelons-le, la contrepartie à la réduction du temps de travail par les lois Aubry. Le principe de ces aménagements et réductions du temps de travail, c'était on optimise les gains de productivité, une partie est redistribuée sous forme de temps de travail. D'autre part, on a un certain nombre de souplesses organisationnelles qui permettent, par exemple, le temps choisi, qui permettent de travailler sur des plages horaires différentes d'une personne à l'autre au sein du même service,
Donc, il y avait bien évidemment, comme toujours dans une évolution, des personnes qui restaient totalement subordonnées à une organisation du travail au sens strict, un poste de 8 heures, de 4 heures du matin à midi, par exemple. Et puis, il y en avait d'autres qui choisissaient sur des plages horaires, qui pouvaient annualiser, hebdomariser, si je puis dire, leur temps de travail. Ce troc, donc, je l'ai dit, il était conflictuel. Vous aviez d'un côté, dans le meilleur des mondes, un aménagement et une réduction négociée du temps de travail. C'était les méthodes que l'on connaît. J'ai déjà parlé de l'annualisation, on peut parler des heures supplémentaires, on peut parler des contingents d'heures supplémentaires à gérer sur l'ensemble d'une année. Bref, toutes les possibilités de créativité en la matière ont eu le temps de se déployer. Sauf que si on regarde cette période du dernier quart de siècle, le principal aménagement et la principale réduction du temps de travail n'a pas été négocié et choisi. C'est plutôt le développement des formes de flexibilité, sinon externes à l'entreprise, du moins externes au CDI à temps plein. Et on va trouver la flexibilité par les temps partiels, la flexibilité par les statuts non salariés, la flexibilité par le rationnement, entre guillemets, du travail. Et aujourd'hui, au bout de 25 ans de cette phase, on a un paysage du travail où effectivement le socle, j'allais dire, incorporé du travail, c'est-à-dire les CDI à temps plein, ont vu un aménagement et une réduction globale de leur temps de travail. L'ensemble des travailleurs non inclus dans ce socle a plutôt vu une précarisation subie de ce temps de travail, et ça s'appelle le chômage, ça s'appelle l'activité partielle, ça s'appelle éventuellement des statuts d'indépendants subordonnés. On aura largement le temps d'y revenir. Je veux maintenant basculer sur ce qui nous fait penser, à l'issue de notre travail prospectif, que nous basculons dans un nouveau paradigme qui n'est ni la subordination du temps de travail à l'organisation du travail, ni le troc aménagement / réduction du temps de travail, mais un nouveau paradigme. Alors, plus exactement, est-ce que c'en est vraiment un? Si on avait à le caractériser ou à l'appeler, la dénomination qui me viendrait la première, c'est l'éclatement des temps de travail. Pas du temps de travail, des temps de travail. Cet éclatement des temps de travail, sur quoi repose-t-il? Il repose d'abord sur un certain nombre de technologies qui permettent d'acheter, dans certains cas, d'acheter le travail à distance. J'ai bien dit d'acheter du travail, pas forcément du temps de travail. Jusqu'ici, la quasi-totalité des formes modernes de travail repose sur un contrat qui vend du temps. De plus en plus, certaines technologies permettent d'acheter de la tâche. C'est un peu un retour d'ailleurs à la proto-histoire, hein. C'est un peu un retour à avant la révolution industrielle. En tout état de cause, cette marchandisation du travail lui-même et non pas du temps de travail, il faut qu'on l'appréhende dans toutes ses dimensions. D'abord, elle peut fonctionner sur le plan technologique. Bien évidemment, elle peut fonctionner sur le plan économique. Sur le plan j'allais dire presque anthropologique, elle peut parfaitement rentrer dans les demandes de temps choisi, dans une certaine maîtrise des temps de travail par l'individu concerné, la personne concernée. Ça, c'est, j'allais dire, la présentation positive des évolutions dont nous sommes en train de parler. En même temps, il ne faut pas être naïf. Le mode d'intervention ou d'émergence de ces formes de marchandisation du travail plutôt que d'organisation du temps de travail, ces modes-là sont extrêmement agressifs. Ils sont agressifs économiquement, avec les notions de disruption, avec des notions de dumping, avec la possibilité effectivement d'acheter une heure de travail 50 centimes au Kenya ou 1,50 € au Pakistan. Ils sont juridiquement agressifs. Ils sont juridiquement agressifs. La quasi-totalité de l'économie de plateforme s'est créée en infraction totale
à la loi, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit une loi du travail du type Code du travail. Et effectivement, lorsque vous allez de la place d'Italie à la porte de Bagnolet, vous êtes théoriquement facturé par l'Irlande, ce qui est une fiction absolue. Et donc, ce mode juridiquement agressif s'est étendu également à quelque chose qui touche à une table ronde suivante, qui est celui de la protection sociale, avec donc un mode de subordination asymétrique, où la subordination est totale sur le plan économique et où elle est nulle sur le plan juridique et surtout assurantiel. On parlera d'ailleurs de cette dimension assurantielle qui est extrêmement importante dans les nouveaux modes de marchandisation du travail ou d'organisation du travail. Et puis d'autre part, le mode d'implantation de ces nouvelles formes de travail a été socialement conflictuel, que l'on pense à des conflits entre taxi et VTC par exemple, ou que l'on pense à des conflits entre livreurs et plateformes de livraison à domicile, pour prendre des exemples récents et que vous avez à peu près tous en tête et qui sont produits dans tous les pays, qui ne sont pas du tout une spécificité française. Le paradoxe, c'est que, je le répète, les modes d'organisation peuvent par contre rencontrer des demandes sociales, et pas seulement des demandes sociales des clients, ça peut être des demandes sociales des travailleurs eux-mêmes impliqués dans ce type de nouvelles organisations. Il y a des préférences sociales qui sont facilitées par les possibilités technologiques de la géolocalisation et de la commande instantanée, qui sont les deux principales infrastructures du travail à distance et de la marchandisation des tâches. On peut rentrer dans ces détails. Si vous êtes une profession dominante, si vous êtes une profession qui organise le travail des autres, si vous êtes une profession créatrice et plutôt créatrice reconnue et rare, le fait de vendre votre production pour non pas pour son temps, mais pour sa valeur, et le fait de la vendre simultanément à plusieurs employeurs, eh bien, ça peut faire de vous quelqu'un qui est plus riche d'une part et plus libre d'autre part que le mode salariat. Si vous êtes, je le répète, une profession dominante, apte au cumul d'employeurs, apte au cumul d'activités. Si vous êtes une profession précarisée, vous êtes, par ces modes-là, potentiellement en concurrence avec non seulement la totalité des personnes disponibles sur votre territoire, mais pour certaines tâches, vous êtes, je le répète, en concurrence avec le Kenya, la Malaisie ou Singapour. Deuxième discrimination, donc première discrimination entre les types de professions et la valeur marchande et la capacité de marchandisation de chaque profession. Deuxième discrimination entre revenus principaux et revenus d'appoint. Si vous êtes un professeur d'anglais à la retraite et que l'on vous propose 50 € par jour pour animer la traduction de conférences, ça peut être intéressant pour vous de compléter votre retraite de 1 800 ou 2 000 € pendant une semaine. Si vous devez vivre de cette activité à titre principal, 50 € par jour, ça vous mène à 1 000 € par mois et vous êtes en dessous du SMIC. Et donc, on voit bien que cette distinction entre activité pour des revenus principaux et activité pour des revenus d'appoint est une mise en concurrence entre salariés, ou travailleurs plus exactement, qui peut vite être extrêmement déstabilisante, même au sein de professions qui ne seraient pas, j'allais dire, mondialement délocalisables. Dernier point, il y a des compétences clés et des compétences génériques. Et les compétences génériques sont attaquables par exemple, l'intelligence artificielle, par exemple, la robotisation d'un certain nombre de tâches administratives semi-routinières. Donc, nous avons essayé de définir des parcours. Et on se rend compte que dans ces parcours, vous aurez toujours, si vous faites un travail prospectif, un parcours standard qui sera sûrement à peu près majoritaire ou qui réunira au moins 50% de la population, qui restera l'arbitrage CDI à temps plein avec tout ce qu'il comporte d'éléments positifs pour l'employeur comme pour le travailleur, fidélisation, courbe d'apprentissage,
disponibilité que l'on peut organiser dans des processus continus. Vous aurez des parcours stars pour des personnes qui peuvent se vendre beaucoup plus cher et sur un scope beaucoup plus large par le biais des nouvelles technologies plutôt que par le biais du salariat à temps plein dont je venais de parler. Vous aurez des parcours alternants. Parfois, j'ai une bonne opportunité de salariat, parfois, j'ai une bonne opportunité de rebond ou une phase d'attente qui me permet de vivre en vendant mon travail plutôt à la tâche. Vous aurez des parcours hachés, ils existent déjà, bien évidemment, c'est les actuels précaires. Ça ne va malheureusement pas forcément disparaître dans notre prospective. Et puis, vous aurez des personnes qui géreront des cumuls de statuts et qui les géreront plutôt effectivement dans une logique de temps choisi. Quand je dis cumul de statut, ce n'est pas forcément cumul d'emploi, hein, ça peut être cumul de revenus sociaux plus de revenus d'activité, ça peut être retraite plus revenus d'activité, ça peut être dualité d'une activité commerciale et d'une activité, de travail classique. Quels sont par rapport à ce cadre prospectif que je viens de résumer et qui est développé un peu plus longuement et de manière plus argumentée dans notre ouvrage, quelles sont les préconisations qui nous a semblé bon d'ajouter pour conclure? Elles s'organisent autour de deux grandes dimensions. La première, le besoin d'un encadrement du travail à la demande. Et la deuxième, le développement des outils de temps choisi. Un peu de sémantique. Encadrement du travail à la demande, forcément, implicitement, donc il vaut mieux que je le dise explicitement, ça signifie que nous ne pensons pas qu'il faille empêcher, interdire les nouvelles formes d'achat de travail à la demande. Elles peuvent être, dans certains cas, créatrices de nouveaux services, elles peuvent être créatrices de formes d'emploi qui intéressent une partie de la population. Donc, on n'est pas dans l'anathème jeté sur toutes les formes de plateformes gérant du travail à la demande. Mais ce n'est pas parce qu'on est pour, entre guillemets, ce n'est pas parce qu'on accepte une forme qu'on ne doit pas la réguler. Et historiquement, toutes les personnes qui ont étudié l'économie savent que dans l'économie de marché, il y a un S à marché. Il y a des marchés qui sont faits pour être libres, il y a des marchés qui sont faits pour être régulés, il y a même des marchés qui sont faits pour être corsetés, pour éviter l'indigne. Et la marchandisation du travail, ça peut nous amener jusqu'à l'indigne, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, l'encadrement du travail à la demande, il peut se faire autour de notions de revenu minimum dans la relation entre un employeur et la personne dont il achète la production à la demande. Il peut se faire autour de consortiums d'employeurs qui allègent la première contrainte dont je viens de parler, c'est-à-dire le revenu minimum n'est plus un problème de chaque employeur, il devient un problème mutualisé au niveau de groupements d'employeurs ou de consortiums d'employeurs. Il peut y avoir des notions de préavis dans la rupture de la relation dont on a vu qu'elle était économiquement une relation de subordination. Il peut y avoir des notions de couverture assurantielle, hein, c'est un sujet qui a été relativement fortement porté dans l'activité de livraison, qui est une activité extrêmement accidentogène, hein, par nature, a fortiori quand elle se fait à vélo plutôt que derrière une carrosserie. Il peut y avoir des notions de prélèvement à la source pour l'ensemble de la couverture sociale et l'ensemble de la lutte contre l'évasion fiscale. Hein. Je rappelle que l'ensemble de cette marchandisation du travail se double généralement d'une évasion fiscale grandeur nature. Il peut y avoir des labellisations d'employeurs responsables et par conséquent de prestations responsables qui peuvent guider le consommateur et justifier une différence de prix, mais surtout justifier un avantage marketing et une préférence pour telle ou telle plateforme de proposition de travail à la tâche. Il peut y avoir bien sûr une représentation collective des travailleurs ainsi concernés. L'encadrement du travail à la demande, ça pourrait permettre, s'il était bien fait, d'éviter que le travail à la demande alimente un éclatement du travail et à travers lui un éclatement des parcours de vie, puisque derrière le travail, il y a des travailleurs, et que derrière les travailleurs, il y a des parcours de vie. Et ça, c'est un enjeu collectif, hein, c'est un enjeu de... Nos sociétés sont fondées économiquement, mais aussi culturellement et politiquement sur une classe moyenne. À chaque fois qu'on émiette la classe moyenne, on émiette la démocratie, et on émiette le vivre ensemble.
Donc, encadrement du travail à la demande pour faire en sorte que ces formes d'emploi viennent en complément des formes classiques sujettes à l'organisation, j'allais dire presque usuelle du travail. Les éléments de souplesse sont connus et donc les éléments positifs économiquement sont connus. L'encadrement du travail à la demande doit essentiellement aboutir à ce que le volet social de ce type de marchandisation des tâches reste digne et décent. Deuxièmement, développement des outils de temps choisi, parce que c'est une demande sociale, c'est presque une demande anthropologique d'ailleurs. Les outils sont très nombreux et ils ont été particulièrement réactivés dans la période récente avec le confinement, sur un mode plutôt subi que choisi, mais il n'empêche, c'est le temps partiel, c'est le télétravail, c'est des temporalités souples selon les périodes de l'année, voire selon les périodes de la vie. C'est des temporalités progressives, par exemple dans l'entrée dans le travail par le biais, par exemple, de l'apprentissage ou dans la sortie du travail par le biais de la retraite progressive. C'est des temps de travail pluriannuels sur lesquels l'Allemagne a énormément avancé, pendant que la France ne sait pas, semble-t-il, gérer ce genre de choses, ou le fait sous l'angle du chantage et de la contrainte, comme dans les accords de compétitivité. Ça peut être aussi le prêt de main-d'œuvre entre entreprises ou dans des groupements d'employeurs. Je rappelle que l'emploi est une réalité massivement territoriale. Les seuls qui pensent que l'emploi est mobile sont ceux qui ne le sont pas eux-mêmes et qui parlent pour les autres. Et d'autre part, donc ces outils de prêt de main-d'œuvre ou de contrats partagés ou de contrats portés sont des outils qui peuvent être extrêmement utiles et intégrateurs et permettre à la fois la souplesse ou la flexibilité du travail pour l'employeur et donc l'acheteur de ce travail, et puis en même temps la sécurité, exactement la séquentialité à moyen long terme pour les travailleurs. Donc effectivement, une écologie du travail, puisque c'est le mot que nous avons utilisé, une écologie du travail, c'est la réconciliation de possibilités technologiques qui rencontrent une demande économique et puis d'aspiration sociale qui demande soit à être garantie, c'est l'encadrement du travail à la demande, c'est les notions de revenus décents, soit d'être ouverte, c'est les potentialités du temps choisi. Donc notre prospective n'est ni pessimiste ni optimiste, elle dit que les possibles en matière de temps et d'organisation du travail ont été élargis, que la régulation de ces possibles est absolument nécessaire parce que le travail n'est pas une marchandise comme une autre et que le travail, c'est de la vie. C'est de la vie. On a beau le prendre par tous les bouts, on ne réussira pas à dissocier l'un de l'autre. Donc, marchandiser le travail, c'est marchandiser la vie. Donc, en tout état de cause, on ne peut pas le faire sans responsabilité et sans un encadrement minimum. Mais inversement, ne pas écouter les aspirations économiques d'une part, mais également les aspirations sociales en matière de temps choisi, des aspirations parfois de rééquilibrage entre les temps du travail et les autres temps de la vie, ça serait néfaste pour les personnes, ça serait peut-être même néfaste pour l'équilibre général de la société et du vivre ensemble tel qu'il peut en découler. Voilà, j'ai fini de ma présentation. Je vous rappelle qu'il y a tout un chapitre du livre qui, donc, Métamorphose du travail, hein, le livre que je vous montre à l'écran, qui développe cela. Donc, si vous voulez être plus proche de notre prose, je vous y invite. Je vais maintenant demander dans un premier temps donc, à Odile Chagny de nous livrer sa pensée et éventuellement ses réactions à ce qui vient d'être dit, mais surtout sa pensée sur les nouvelles formes de travail, sur les nouvelles organisations et gestion des temps de travail, sachant qu'Odile a beaucoup travaillé sur l'économie de plateforme et que donc elle pourra nous développer et nous résumer 3 ou 4 années, tu me le repréciseras, Odile, de travail, notamment à travers la plateforme Sharers and Workers, qui a beaucoup aidé à mieux connaître et mieux comprendre, en France en tout cas, les formes nouvelles de travail. Et donc, Odile, je vais te passer la parole. Comme à nos 2 autres intervenants, je te demanderai par ailleurs
Notre livre, lui, il est paru juste la semaine avant le confinement. Depuis 3 mois ont passé, dont 2 mois et demi de confinement. Si jamais la crise du Covid actualise tes réflexions, merci de nous souligner quels points de tes analyses ont été renforcés ou au contraire modifiés ou diminués pendant ce temps. Donc Odile, s'il te plaît, ton éclairage notamment sur les nouvelles formes de travail, les nouveaux rapports au temps, au lieu et les nouvelles formes de subordination qui sont à l'œuvre. C'est mieux si je mets le son. Voilà. Merci beaucoup, Alain, y compris de me permettre d'articuler mon propos avec votre réflexion. De fait, le regard que je porte est un regard qui est situé, puisque, comme Alain, tu l'as précisé, j'anime depuis maintenant un peu plus de 4 ans un réseau qui s'appelle Sharers and Workers et qui est un réseau qui vise à mettre les parties prenantes de l'économie des plateformes autour du sujet de la transformation que ces modèles économiques et ces modèles d'affaires bien spécifiques de la période actuelle de transformation numérique que nous vivons font au travail et dans la façon dont on peut effectivement réfléchir à, entre guillemets, sociabiliser et rendre ces formes de travail à la fois économiquement efficientes et socialement responsables. Donc, par de nombreux aspects, on retrouve quand on se pose sur cette transformation-là, donc, et mon regard, hein, je le précise, est vraiment un regard aussi de témoignage des nombreux des échanges que nous avons, parce qu'il y a plus de 700 parties prenantes avec lesquelles nous avons discuté depuis ces 4 années. Donc, ce regard-là est plutôt un regard d'acteur et pas un regard d'expert. Donc, je tiens à le préciser. Donc, de fait, il est particulièrement intéressant, effectivement, de voir que c'est bien quelque chose qui se noue dans la dimension qui est permise par ces formes organisationnelles nouvelles du travail autour de ce que tu nommais une forme de paradoxe entre à la fois une réponse à une demande sociale et puis ce retour à la tâche. On utilise souvent l'image des dockers sur les quais dans le film de Kazan pour parler des plateformes de travail à la demande. Alors, à cette réserve près sur les dockers, c'est que je signale toujours qu'en fait, les dockers étaient visibles, alors que de nombreux travailleurs de plateforme, si on fait abstraction de ceux qu'on croise tous les jours dans la rue quand on n'est pas confiné, effectivement, sont pour la plupart invisibles. Donc, ce rapport à la demande sociale et ce rapport à la tâche, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique parce qu'effectivement, ce qui caractérise la capacité qu'on a à pouvoir travailler pour une plateforme de travail quand on est dans un travail qui est intermédié, donc à distance, c'est qu'en fait, tout ça se combine avec des temps. Et de fait, quand on regarde un peu les éléments un peu factuels dont on dispose maintenant, on voit qu'il y a notamment pour les femmes, quelque chose qui se noue sur la capacité qu'elles ont à la fois à aménager leur disponibilité, leur temps, parfois pour des revenus d'appoint, mais pas que, mais que tout ça se noue en fait entre le travail domestique, le care, et leur capacité qu'elles ont effectivement à s'organiser à des moments où elles le souhaitent. Ça, c'est la vision, on va dire, un peu positive, en tout cas de capacité d'articulation et répondant à une demande sociale. Et puis, je ne vais pas insister sur cette dimension qui est fondamentale, qui est très, très particulière. C'est-à-dire que ce qui se noue avec les plateformes, c'est qu'on est vraiment sur un paradigme où on ne rémunère pas du temps, on rémunère une tâche. Et donc, je rappellerai que là, pour le coup, on entre dans un espace que, pour le coup, temporel qu'on ne maîtrise plus, dans la mesure où, en fait, nous n'avons aucune transparence et aucune capacité, dans le contexte actuel d'absence de transparence sur les données, les données produites par les travailleurs quand ils travaillent par des plateformes ou collectées par les plateformes quand en fait elles intermédient des travailleurs. Nous n'avons aucune transparence sur le temps de travail effectif
Et on est amené à écouter des témoignages qui sont quand même assez saisissants. Il suffit de regarder certains reportages, dont certains sont sortis notamment en février avant le confinement, un très intéressant reportage Invisible qui a été coordonné par Antonio Casilli, pour voir que parfois on a des livreurs qui sont connectés, puisqu'on ne parle pas de temps de travail, on parle de temps de connexion, ils sont connectés parfois pendant 14-15 heures pour une rémunération qui tourne autour de 6 € de l'heure. Ce paradoxe-là et cette déconnexion entre justement, c'est bien de ça dont il s'agit, un temps de connexion, un temps d'activité et une rémunération, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez systématique sur de nombreuses formes de travail intermédiaire. C'est la même chose, on fait le même constat pour un chauffeur VTC. On pourrait nous rétorquer oui, mais un taxi lui aussi travaille, il y a un temps de travail qui est d'attente long au regard de sa rémunération. Ceci étant, on est là dans une forme d'asymétrie totale de transparence sur l'appropriation et en tout cas la capacité de connaissance et de transparence sur ses propres conditions de travail et la propre capacité qu'on a à comprendre et connaître les éléments déterminants, finalement l'articulation entre ce qui est rémunéré, 2, ce qui est la tâche et 3, ce qui est le temps passé non rémunéré. Alors juste une petite incise sur cette dimension de transformation, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se noue autour des frontières du travail. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle du temps, du travail, comme si, quelque part, le travail était quelque chose qu'on pouvait encore délimiter. Or, en fait, ce qui se passe aussi avec le digital labor, et c'est aussi une des dimensions assez passionnantes, c'est que, en quelque sorte, ça fait exploser, enfin, ça dilate ou ça déplace les frontières du travail. Et c'est là où on comprend, quand on se pose sur ce sujet-là, pourquoi finalement on a vu revenir dans la réflexion autour du digital labor tout ce qui a trait à cette spécificité finalement qu'on aurait à faire venir dans le travail des activités qui ne sont pas considérées comme des activités elles-mêmes considérées comme du travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas anodin que quand on a commencé à réfléchir à ce qu'était la valeur générée par les plateformes, on a été chercher une réflexion sur le travail immatériel et la multitude. Ce n'est pas anodin non plus qu'on s'interroge sur le travail de l'amateur ou du professionnel, sur le travail du prosommateur, sur toute cette réflexion qui remonte, enfin, il faut quand même le dire, maintenant, enfin, une trentaine, une quarantaine d'années, aussi portée par des courants post-marxistes, sur justement ces frontières-là entre ce qu'on peut considérer comme du travail et ce qui n'est pas du travail. Or, pour moi, il me semble qu'en fait, ça renvoie à une question très simple, c'est qu'en gros, là, on ne se pose pas tant la question du travail que la question de la création de la valeur. Et qui génère la valeur et comment on s'approprie et comment on gère la répartition de cette valeur créée. Ce qui, d'un point de vue, je dirais, de parties prenantes associées à la création de cette valeur, quelque part, aboutit à élargir le champ de ceux qui pourraient être, entre guillemets, associés à une forme de dialogue autour de la répartition. C'est-à-dire que typiquement, quand on s'interroge sur la rémunération d'un chauffeur ou d'un livreur de burger ou de Quick Kinder Bueno, comme on l'a vu pendant la crise du confinement, il s'agit de voir autant comment on génère la valeur qui est donc distribuée entre la marge qui est la commission qui est prise par la plateforme, celle qui rémunère le travail, mais aussi la responsabilité du consommateur à ne pas accepter de payer un prix qui permette de rémunérer un travail. Et donc, quelque part, en fait, il y a une forme de report de responsabilité sur, je dirais, le maillon faible, le plus faible étant le travailleur, celui pour lequel il est le plus facile, dans un contexte de plateforme de travail à la demande, de services très organisés, tels que sont les plateformes de livraison ou les plateformes de VTC, par exemple, de concentrer les ajustements et donc de distendre le temps de travail et réduire l'autonomie et la rémunération et donc la capacité à percevoir une rémunération décente parce qu'en fait, on ne responsabilise pas l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est que tu as effectivement parlé d'espace et en fait, ce que font les plateformes au travail, c'est qu'aussi elles distendent l'espace. C'est-à-dire que, en quelque sorte, quand on est un client, un donneur d'ordre d'un grand groupe localisé, pourquoi pas à Courbevoie, on est en capacité de faire travailler des travailleurs 24 heures sur 24
H24 qui soit localisé sur la zone francophone à Madagascar ou au Pakistan, en Inde ou aux États-Unis. Et ça c'est quelque chose qui est complètement spécifique à certaines formes de plateformes, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, on a une sorte d'extension géographique de la localisation du travail et qu'il y a une mise en concurrence à une échelle qu'on n'avait jamais connue. Des travailleurs. Enfin, il suffit de lire certains témoignages où on a des développeuses vietnamiennes qui parlent de leur concurrence avec des développeuses pakistanaises. Et donc, en termes d'éléments de régulation sur l'encadrement du travail à la demande, la réaction que suscite ton propos, Alain, c'est de dire en gros, il y a une dimension internationale, voire transnationale, qui est extrêmement complexe à gérer parce qu'autant on est en capacité de réfléchir à ce qu'on peut faire, et d'ailleurs, on est très avancé pour réfléchir à le faire sur le travail à la demande, enfin tout ce qu'on voit, hein, tout ce qui est dans la rue, les VTC, les livreurs, voire même les travailleurs des plateformes sur la care, enfin, les métiers des petits jobs et tout ça, autant on est encore très très démunis pour voir comment réguler dans un espace géographique mondial certaines formes de travail, notamment dans le cas des plateformes de micro-travail. Je vais aller sur une troisième idée qui me semble un petit peu importante au regard des questionnements qu'on peut avoir sur le travail, c'est que si on se concentre sur les plateformes pour lesquelles intervient l'intelligence artificielle et en particulier l'algorithme. Donc là, je fais un peu un retour d'expérience sur une enquête qu'on a faite dans le cadre d'un projet pour le ministère du Travail où on a été interrogé, enfin, on a été regarder les conversations des gens sur le web, sur des forums. Et on s'était concentré sur des plateformes comme on appelle B2B, c'est-à-dire les plateformes plutôt les freelances, les coachs, les designers, enfin, toutes ces professions plutôt qualifiées. Et en fait, nous, on pensait qu'en gros, le rapport au travail de ces populations-là freelance était plus émancipé, puisqu'ils étaient dotés de compétences, d'un pouvoir vis-à-vis de leur donneur d'ordre qui, sans doute, les mettait en position plus de capacité d'autonomie. Et en fait, ce qui est très frappant, et c'est un témoignage donc, que je veux partager avec vous, c'est qu'on s'est rendu compte dans cette enquête de web ethnographie, comme on appelle ça, qu'en fait, le travail de plateforme, il brouille tous les repères. C'est-à-dire que tous les mots du travail qu'on utilise dans le monde du travail, c'est-à-dire l'engagement, la compétence, la responsabilité, la rémunération par définition, tout ça, en fait, tout ça perd de sa matérialité, de sa consistance, se liquéfie en quelque sorte quand on travaille pour une plateforme, vis-à-vis, enfin, quand on est intermédié par une plateforme. Des exemples très simples, c'est-à-dire en gros, un jour on est visible et puis le lendemain on est invisible. Et en fait, la capacité qu'on a à pouvoir comprendre pourquoi un donneur d'ordre n'a pas renouvelé l'appel aux tâches qu'on faisait pour une plateforme ne nécessite aucun type de justificatif, peut se faire du jour au lendemain sans aucune capacité pour le travail à comprendre pourquoi, en quelque sorte, parfois toute l'expérience qu'il avait accumulée et donc toutes les compétences qu'il a accumulées peuvent être remises en cause du jour au lendemain parce que, en fait, dans le monde des plateformes, en quelque sorte, tout le monde est soumis de manière assez symétrique au diktat de l'algorithme. La visibilité, l'invisibilité, la notation sont des marqueurs extrêmement brutaux dans le temps. Et c'est là où on revient au temps. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune capacité de se projeter dans un temps long et de se projeter dans une dimension de carrière. On est soumis à un diktat pour lequel, enfin un diktat ou en tout cas un aléatoire dans lequel une forme d'imprévisibilité totale sur la situation qu'on aura au regard du travail peut se produire à un moment donné ou à un autre sans qu'on ait aucune capacité de maîtriser ce qu'il en advient. Et puis le dernier point que je veux juste évoquer, c'est qu'effectivement, un point que nous avons discuté quand nous avons préparé cette réunion, ce webinaire pour
pour la sortie de votre exercice de prospective. C'est bien l'idée que, oui, il y a bien tout un continuum, mais il y a bien une grande diversité de plateformes. On met le curseur et le focus plutôt sur ces plateformes capitalistiques qui, de fait, nécessitent des formes de régulation et d'encadrement, ne serait-ce que parce qu'effectivement, elles sont quand même dans des stratégies de dumping social pour certaines, hein, ça c'est évident. Par contre, il y a bien tout un monde des possibles organisationnels, je dirais, qui est permis par le fait que tout simplement le numérique et les outils numériques, ils permettent à des indépendants, comme tu le disais justement, de s'émanciper de l'entreprise et de l'organisation avec toutes ces lourdeurs perçues par certains travailleurs, et aussi de s'émanciper de la marge, par exemple, prise par la SS2I ou le SN pour des travailleurs et des développeurs ou enfin des métiers du numérique en capacité de s'organiser et donc de récupérer une partie plus importante de leurs compétences. Juste un point que je souhaite partager, et j'en terminerai là, c'est qu'en fait, en gros, ces formes alternatives-là, elles interpellent beaucoup du point de vue de l'organisation du travail aussi. C'est-à-dire que quelque part, il y a l'idée qu'on a une possibilité organisationnelle qui est permise par la technologie, mais en fait, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'en gros, on ne peut pas se passer d'organisation. Et que moi, on accompagne beaucoup de collectifs et de collectifs d'indépendants qui s'organisent sur des formes coopératives ou distribuées. Et en fait, le message qu'on en retire, c'est qu'en gros, c'est cette fameuse phrase d'une féministe américaine qui disait « il y a une tyrannie de l'absence de structure ». En fait, à un moment donné ou à un autre, on a besoin de faire rentrer de l'organisation, de cadrer, de normer, parce que parfois les forces centripètes sont plus fortes que les forces centrifuges. Voilà. Donc, merci Odile d'ailleurs de terminer en soulignant qu'on a eu raison de marier le temps et l'organisation du travail. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a beaucoup frappé, c'est un travail sans possibilité de projection. On pourrait dire que si un travail est sans possibilité de projection, il y a quand même plus d'une chance sur deux que la vie de la personne soit également sans possibilité de projection. Or, justement, Jean-Yves Boulin a beaucoup travaillé sur l'organisation des temps tout au long de la vie. Et la projection, justement, ça suppose d'être dans un parcours de vie. Et je voudrais, Jean-Yves, que tu nous parles de tout ce que tu peux relier de cette réflexion sur l'organisation des temps tout au long de la vie, et puis que tu puisses relier cette question à l'organisation du travail et à l'enjeu du travail. Je te passe la parole, comme Odile, pour un quart d'heure. Voilà. Oui, alors bonjour à tous et toutes que je n'ai pas encore salués et aux virtuels et distants auditeurs que je salue. Un tout petit peu plus fort, Jean-Yves, s'il te plaît. Alors, oui, alors là, je vais peut-être me rapprocher. Voilà. Oui, je disais que je saluais aussi tous les auditeurs qu'on ne voit pas. Voilà, c'est les limites de l'exercice auquel on se livre aujourd'hui. Oui, merci pour la transition. En fait, effectivement, moi, ce n'est pas des choses qui sont aujourd'hui vraiment en acte, c'est plutôt des propositions, c'est une prospective un petit peu à laquelle je me livre, mais qui rejoint un petit peu tout ce qui s'est dit au cours de la matinée déjà, et puis ce que vient de dire Odile et ce que toi-même, Alain, a formulé tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, par rapport au quatrième scénario de Philippe Pochet, voilà, dans lequel la réduction du temps de travail joue un rôle important, et aussi l'intervention de Cyril Combes sur les nécessités d'une régulation que vient de rappeler d'ailleurs effectivement aussi Odile. Et en fait, comme tu l'as dit, de fait, ce qui me frappe en tant qu'observateur du temps de travail depuis de longues années, ce qui me frappe, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, on a eu une succession d'enjeux qui ont structuré la façon dont on pensait le temps de travail. Au début, ça a été dégager du temps pour vivre, parce qu'il y avait vraiment un temps de travail qui était trop encombrant. Après, dans les années 1900, donc c'était la journée de 8 heures, c'était les congés, des congés payés, etc. Ensuite, ça a été l'amélioration des conditions de travail. On a beaucoup joué sur ces questions-là aussi, mais avec la question de l'organisation et aussi du temps. Et ensuite, comme tu l'as rappelé aussi, c'était
le conflit entre flexibilité productive et emploi, donc partage du travail, réduction du temps de travail pour l'emploi aussi, pas seulement pour le temps libre, c'est aussi pour l'emploi. C'est une grande revendication syndicale à un moment donné, un petit peu abandonnée maintenant, pas tout le temps d'ailleurs. La CGT propose encore de passer à 32 heures, et la flexibilité productive. Voilà. Et ce qu'on peut constater, c'est que la régulation du temps de travail, elle a pris pour point d'application des séquences temporelles de plus en plus longues. Ça a d'abord été la journée, ensuite la semaine, ensuite l'année, avec les congés, la retraite aussi, pour l'ensemble de la vie. Puis aujourd'hui, c'est quand même plutôt l'ensemble de la vie. Et ça, c'est provoqué par un enjeu qui s'est affirmé au cours de la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle, qui est l'enjeu de l'articulation dont on a beaucoup parlé entre vie au travail et vie hors travail. Et en fait, la façon dont le travail est organisé, la façon dont le temps de travail est régulé va jouer beaucoup sur ça. C'est-à-dire la flexibilité qui a été mise en place avec des horaires atypiques depuis, on va dire en France en tous les cas, et même en Europe depuis le début des années 1980-1990, travail en horaire atypique, le week-end, etc. Tout ça, ça a percuté cette question de l'articulation entre vie au travail et vie hors travail. Ça l'a remise en question, notamment alors parce que les femmes se sont aussi installées dans l'activité de travail, et que de fait, du coup, on a laissé tout un pan de l'activité humaine, soit dans le domaine de la double journée, plutôt que celle des femmes d'ailleurs, c'est-à-dire faire à la fois du travail rémunéré, et surtout en France, par rapport aux pays nordiques qui ont plutôt fait le choix du temps partiel, contestable pour moi d'une certaine manière, mais enfin quand même qui ont fait le choix de la réduction du temps de travail à travers le temps partiel ou du développement du temps partiel, je pense aux Pays-Bas en particulier. Mais en tous les cas, la double journée de travail est beaucoup plus lourde en France pour celles qui travaillent. Je dis celles puisque c'est encore elles, c'est encore les femmes qui assument l'essentiel de la. On l'a bien vu aussi avec. On peut espérer d'ailleurs que la pandémie va changer un peu, a fait prendre une prise de conscience dans la mesure où il y avait une visibilité beaucoup plus grande, puisque là, d'un seul coup, les tâches ménagères, elles étaient visibles puisque tout le monde était réuni dans le même espace. Ça peut être intéressant, je ne sais pas dans quel sens ça va jouer, mais ça peut jouer éventuellement. Et moi, la question structurante à laquelle je souhaite apporter un éclairage, c'est de voir comment on peut articuler justement la flexibilité productive dont tu as parlé. Et je pense qu'on a laissé de côté la flexibilité, un désir de flexibilité individuelle des salariés. Et de ce point de vue-là, on a très peu progressé en France, en tous les cas, plus dans les pays nordiques, plus aujourd'hui en Allemagne, je le rappellerai tout à l'heure, j'en donnerai quelques exemples, mais de voir un peu comment on peut, disons, donner une autonomie aux individus pour organiser la façon dont ils articulent vie professionnelle et vie personnelle, pas seulement sur la semaine, sur la journée, etc., mais aussi sur l'ensemble de la vie. Et donc la question qui se pose, c'est la question de comment on peut donner un droit, quel type de droit on peut donner à des salariés dans une organisation du travail qui reste subordonnée, comment on peut dépasser, ou en tous les cas contourner la subordination sans en abolir toutes les formes, enfin ce qui serait souhaitable à un moment donné, c'est-à-dire donner une réelle autonomie aux individus. Il me semble que le contexte de transformation des structures temporelles du travail qui a fait émerger cette question de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale, ça l'a fait émerger comme un des enjeux aujourd'hui, à côté de ceux de la flexibilité productive et du partage du travail, qui restent quand même des enjeux importants, et on va s'en apercevoir très vite avec l'augmentation très forte du chômage qui est probablement qui va intervenir, qui est déjà intervenu, mais qui va se manifester beaucoup plus au cours du second semestre de l'année 2020. En fait, ce qui est important, c'est qu'on voit, on a vu au cours de ces dernières décennies se développer ces horaires atypiques, comme je l'ai dit, et de ce fait des gens qui travaillent durant leur temps libre, qui travaillent soit durant leur temps libre, soit en tous les cas sur des plages qui étaient auparavant dédiées à la vie familiale, qui étaient dédiées aussi aux loisirs, etc.
Et cette tendance à l'interpénétration des sphères du travail et personnel s'accentue, on l'a vu probablement, on l'a vu un peu avec ce que Odile nous a dit, avec l'usage croissant des technologies qui facilitent le travail à distance et qui prenait avant la crise sanitaire la forme du travail au domicile, donc majoritairement, et cette tendance s'est évidemment accrue. Et là aussi, on peut espérer qu'il va y avoir un certain nombre de prises de conscience. Je m'appuie par exemple sur l'étude qu'a citée Christine Afria ce matin de Respublica, CFDT, Métis, Liaison sociale, et qui indique que quand même 47% des répondants qui télétravaillaient estimaient que cette expérience allait changer, allait modifier la façon dont ils appréhendent la place du travail dans leur vie. C'était déjà un élément important, et tandis que un peu plus d'un tiers estiment que cela va modifier l'équilibre entre leur vie personnelle et vie professionnelle. Donc on voit bien que là, c'est des questions qui sont mises en qui vont s'imposer, je pense, dans le débat social. De même, le travail via les plateformes, je ne reviens pas dessus, Amazon, Mechanical Turk, toutes ces plateformes de travail à distance, à la tâche. Donc, de la même manière, elle se passe, en général, ce travail-là se passe dans le domicile. Donc, on voit bien que ça repose la question, ça retravaille la question de l'articulation entre les temps sociaux. Et elle est rendue encore plus complexe aussi du fait de l'intensification du travail qu'on a vu se développer au cours aussi des dernières décennies, qui sont bien une intensification qui est bien renseignée par les enquêtes de Eurofond, de la Fondation de Dublin. En particulier, par exemple, on voit que 60% des travailleurs européens, dans l'enquête de 2015, enquête sur les conditions de travail d'Eurofond, estiment qu'ils sont trop fatigués pour accomplir des tâches domestiques après leur travail. Bon, c'est quand même des données qui sont intéressantes. De même que, alors évidemment, ces données sont variables d'un pays à l'autre selon les systèmes, les régimes de protection sociale, pour reprendre l'expression de Spinner Anderson, mais quand même, ce sont des données qui sont quand même importantes à prendre en compte. De même que, on voit d'ailleurs dans ces enquêtes qu'il y a une relative satisfaction à l'égard de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, à travers cette enquête, mais que les pères et les mères de jeunes enfants d'âge préscolaire ont respectivement une probabilité augmentée d'insatisfaction qui va de 25 à 100%, 25% pour les pères, 100% pour les femmes. Donc, une insatisfaction totale. Donc, il faut bien repenser un peu tout ça. Et le constat d'une articulation qui est rendue de plus en plus difficile entre les sphères du travail et du hors-travail, donc invite à repenser les relations entre ces deux sphères et en imaginant de nouvelles modalités de régulation du temps de travail. Réfléchir à conférer une plus grande autonomie aux individus dans la gestion de leur temps n'exonère pas de poursuivre d'ailleurs le mouvement de réduction du temps de travail collectif dont parlait Philippe Pochet ce matin, qui d'une part d'ailleurs correspond à aux préférences de nombre de travailleurs européens et d'autre part apparaît comme la condition d'une plus grande équité entre ceux qui pressent des durées très longues encore aujourd'hui et ceux qui soit sont privés d'emploi par le chômage, soit sont contraints à effectuer des temps partiels. Là aussi, les données de la Fondation de Dublin montrent que à peu près un tiers souhaitent réduire leur durée du travail. Il s'agit surtout des hommes pendant la phase parentale. Donc l'idée serait de négocier des régulations qui permettent d'octroyer une flexibilité autodirigée, ce que j'appelle moi flexibilité autodirigée, qui pourrait prendre la forme de ce que les Allemands appellent le temps de confiance. Alors là, il y a plusieurs exemples, je ne vais pas les développer parce que je n'ai pas le temps, mais des exemples d'entreprises en Allemagne qui ont développé cette forme de temps de confiance qui est un temps où ils ont supprimé la référence, alors c'est discutable dans certains cas, qui ont supprimé la référence à une norme de temps de travail. On la retrouve d'ailleurs en France dans les entreprises dites libérées, on a quelques cas d'entreprises en France où on dit, bon voilà, les gens se débrouillent, organisent leur travail, donc on revient d'ailleurs à la tâche. On ne compte plus le temps, mais on compte le résultat, on évalue le résultat. Mais moi, ce à quoi je pense, c'est plus en lien avec l'accord qui a été signé en 2018 entre IG Metall et Gesamt Metall, c'est-à-dire entre le patronat allemand de la métallurgie et les syndicats de la métallurgie, qui permet aux salariés du secteur de baisser la durée du travail à 28 heures pendant une durée de 2 années. Je rappelle que la norme
Dans la métallurgie, c'est 35 heures, hein, c'est comme chez nous, on n'est pas le petit village gaulois isolé en Europe. Toute la métallurgie allemande est à 35 heures et d'autres secteurs aussi en Allemagne. Donc, de la possibilité de baisser la durée du travail à 28 heures pendant 2 ans pour des raisons qui n'appartiennent qu'aux salariés. C'est-à-dire ça peut être des raisons de care, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper des ascendants, ça peut être des questions de formation, ça peut être des questions de loisirs, d'engagement civique ou autre. Et donc, à l'appui à l'appui de ce type de régulation, je voudrais revenir un peu sur un débat qui a précédé la pandémie, qui était celui sur le recul de l'âge de la retraite, en citant notamment des éléments de l'enquête conditions de travail de la DARES qui montraient que plus d'un tiers des 35-55 ans estiment qu'ils ne pourraient pas exercer leur métier jusqu'à l'âge de 60 ans. Et de la même manière, l'enquête de Dublin, toujours la 6e enquête de 2015 sur les conditions de travail, montre que s'il y a effectivement 74% des salariés de 55 ans ou moins qui estiment qu'ils pourront exercer la même activité jusqu'à l'âge de 60 ans, il y a des différences très notables entre les pays. Et en particulier, la France fait partie de ceux qui sont en queue de peloton, c'est-à-dire où il y a la part plus importante de gens qui estiment ne pas pouvoir travailler jusqu'à l'âge de 60 ans. Et si on interroge, comme l'a fait la Fondation de Dublin, des personnes de 56 ans pour savoir s'ils peuvent travailler encore 5 ans de plus, la proportion en France tombe à 50% seulement. Alors qu'elle est de 80% dans des pays comme la Suède ou les Pays-Bas, qui ont développé quand même beaucoup plus de possibilités d'organisation du temps de travail sur l'ensemble de la vie. Et ces données indiquent donc que si, pour moi en tous les cas de mon point de vue, si on souhaite que les salariés prolongent leur activité au-delà de 64-65 ans, ce qui est concevable pour ceux qui sont en bonne santé, etc., parce que le travail, comme tu l'as rappelé, n'est pas une activité, n'est pas fatalement le fameux tripalium dont on parle, mais aussi quelque chose sur lequel on porte des aspirations importantes en termes d'émancipation. Mais ça implique, en tous les cas, que les gens n'arrivent pas à épuiser à l'âge de la retraite. Et pour ça, c'est l'idée d'avoir des respirations durant la période, durant tout le cours de la vie, des respirations qui permettent aux salariés de travailler plus longtemps en âge, c'est-à-dire de ne pas arriver épuisés, et de réfléchir donc à des régulations collectives de choix individuels. C'est là où je reviens et je reprends un peu tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'est-à-dire la nécessité impérieuse d'avoir des régulations, sinon on tombe dans la jungle. Mais là, je voudrais référer, et je terminerai sur ça, je voudrais référer à la Société du libre choix de Gösta Rehn. Je pense que Gösta Rehn, donc, qui est plus connu, qui est un économiste suédois, politicien aussi, qui a été plus connu pour avoir été l'initiateur avec Rudolf Meiner d'une politique active du marché du travail qui visait le plein emploi. Il est moins connu pour avoir imaginé un dispositif qui visait à donner une plus grande autonomie aux travailleurs dans la gestion de leur carrière et dans la distribution temporelle de leurs différentes activités au cours de leur vie. Et dès les années 40, il avait émis en 1940 l'idée que chaque travailleur puisse bénéficier de 3 mois de temps hors travail au bout de 6 années de travail, ce temps étant utilisable pour se former, étudier, pour bénéficier de temps libre. Mais c'est surtout lorsqu'il a été à la tête de la direction de la main-d'œuvre et des affaires sociales de l'OCDE, entre 62 et 74, c'est important parce que c'est quand même c'était à l'OCDE, qu'il a élaboré son idée de société du libre choix. Et c'est-à-dire, en fait, c'était un plaidoyer pour la flexibilité individuelle, non pas la flexibilité productive qu'on a vu se développer très fortement après cette crise, la première crise, le premier choc pétrolier, premier et deuxième choc. Et en fait, c'était vraiment un plaidoyer pour une flexibilité individuelle sur l'ensemble de la vie, afin de distribuer les volumes de temps de façon discrétionnaire entre emploi, formation et loisirs. Et à un moment où le chômage était en forte ascension dans plusieurs pays européens, lui refusait de se résigner à l'installation, à la mise au chômage des salariés. Et pour cela, il préconisait la possibilité pour tout travailleur d'acquérir des droits pour se retirer ou réduire sa participation du marché du travail, temporairement en période de crise économique, dans l'objectif de se former ou de passer du temps dans un loisir agréable. Alors ça suppose la mise en place de congés longs, ce qui a été fait dans les pays nordiques sous la forme du congé parental, mais je voudrais rappeler une expérience qui est assez peu connue, qui est celle du Danemark dans les années 1990. Ce n'est pas seulement pour moi une manière de
de donner plus d'autonomie et un droit au temps, si je puis me permettre cette expression que je défends par ailleurs dans les politiques du temps, c'est pas seulement de donner un droit au temps aux individus, mais c'est aussi une manière de lutter contre le chômage, une manière de résorber le chômage. Et dans les années 90, pendant une décennie, au Danemark, alors que le chômage était à son niveau le plus élevé, ils ont mis en place ce qu'ils appelaient un système de rotation sur le marché du travail à travers des congés longs, qui étaient des congés de formation, des congés parentaux, des congés sabbatiques, et avec une obligation de remplacement d'embauche de chômeurs. Et donc, on était là dans une... Et il y avait beaucoup de formation, bien évidemment. On est un pays où la formation n'a pas le même caractère un peu presque anecdotique qu'il a en France, et en tous les cas très déformé. Et ce type de congé pouvait être pris pour des raisons telles que s'occuper de ses enfants, de ses ascendants, envisager une reconversion professionnelle, etc. Et donc, Jostaren, lui, était en faveur d'une approche holistique qui recommandait la mise en œuvre d'un système coordonné pour financer toutes les périodes de non-travail à travers des transferts de revenus entre périodes productives et non productives. Un système, il appelait ça un système d'assurance mutuelle des risques qui devait permettre un large degré d'interchangeabilité dans l'allocation du temps tout au long de la vie. Je voudrais rappeler juste ici que on n'est pas dans l'utopie pure, puisque les Allemands aujourd'hui ont confié, le ministère fédéral allemand du travail a confié à une équipe d'académiques une étude pour voir la faisabilité de donner 9 années, je dis bien 9 années de temps libre à tout individu en activité au cours de sa vie professionnelle, essentiellement pour se former. Je rappelle qu'aujourd'hui, on lui dit, à cause des nouvelles technologies, il va falloir en permanence se former, et on voit bien que ce n'est pas le système de congé de formation tel qu'on l'a en France qui permet de faire ça, permet de faire des reconversions, etc. Et pour conclure, je dirais qu'à l'idée d'une allocation, alors que l'idée d'une allocation universelle inconditionnelle refait surface dans plusieurs pays aujourd'hui, refait surface à l'occasion de la crise sanitaire, on a vu beaucoup de papiers là-dessus sortir ces derniers temps. Il me semble que les idées de Jostaren qui visaient à substituer une sécurité active, il appelait ça security under wings, à la sécurité passive, la security under shell, nous semble devoir retenir l'attention dans la mesure où elle suppose le maintien de la relation de travail, tout en conférant une plus grande autonomie aux individus dans l'allocation de leur temps, de leurs différentes activités au cours de leur vie. Oui, je termine juste sur une chose, c'est l'occasion ratée du CPA en France, du compte personnel d'activité, qui avait été mis en place en 2014 et qui était un compte dans lequel était fongible un ensemble de possibilités temporelles, que ce soit le compte d'engagement citoyen, le compte pénibilité. Éventuellement, on pouvait imaginer le compte épargne-temps. Là aussi, pendant une certaine période, dans les années 2014, 2015, 2016, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par France Stratégie. Et malheureusement, cette utopie concrète, c'est comme ça que l'appelait France Stratégie, a été rendue caduque par la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, ce qui est un paradoxe, qui a tout axé sur le compte personnel de formation, qui en fait siphonne tous les autres comptes et n'apparaît pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et pour paraphraser Hartmut Rosa, je dirais qu'à la vie bonne, le législateur français a préféré la perspective de l'homme augmenté. Bien, merci Jean-Yves. C'était important d'avoir, à travers ton intervention, un large éventail de possibilités de régulation et de créativité en la matière. Jean-Luc Léger, lui, est vice-président du Césaire Normandie. Et j'ai trouvé, lorsque nous avons préparé cette table ronde, que son apport pouvait être très intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, la vie s'est territorialisée, les travailleurs vivent quelque part, et donc c'est sur les territoires que peuvent s'activer un certain nombre de dynamiques de gestion de l'emploi, de gestion des parcours de vie, soit parce que ces territoires concentrent des
des compétences spécifiques, soit parce qu'ils concentrent des populations fragiles et qu'ils peuvent donc demander une attention toute particulière. Donc, Jean-Luc, s'il te plaît, ton éclairage sur ces stratégies territoriales ou ces lectures territoriales de la question du travail et des temps liés au travail. Je t'en prie. Oui, merci et bonjour à tous. Je vais essayer de concentrer en 10 minutes, peut-être pour permettre quelques échanges. Oui, plutôt une lecture que des stratégies. C'est peut-être d'ailleurs cela qu'il manque. C'est la question de la stratégie. Je vais présenter très rapidement ce que c'est quand même qu'un conseil économique, social et environnemental d'une région. C'est dans la loi de 82, c'est la deuxième assemblée du niveau régional. Les collectivités territoriales n'ont qu'une seule assemblée, sauf au niveau régional. Il y en a deux, le conseil régional, lui qui est connu, et le CESER, qui est inconnu. Les présidents de région sont à peu près connus, les présidents de CESER ne sont pas connus du tout, et ce sont des socioprofessionnels. Nous ne sommes pas élus, nous sommes, enfin si à l'interne, on a la libre gouvernance tout de même de notre assemblée, mais néanmoins, c'est une assemblée qui est désignée par ces organisations, par le préfet de région tous les 6 ans, à un rythme un peu différent, enfin sur une séquence un peu différente de la région. Je le précise parce qu'il y a 3 collèges, le collège des patrons, le collège des syndicats, le collège des associations et de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et dans ces 3 collèges-là, pour 130 membres pour le CESER de Normandie, qui est une forme de proportionnalité par rapport à la population, on a un contexte de dialogue social qui est parfaitement favorable, puisqu'on est en dehors de... La presse n'est pas très intéressée, seulement de temps en temps, quand on rentre sur des sujets épineux, et j'en parlerai tout à l'heure, mais comme on est relativement loin des médias, eh bien finalement c'est le dialogue permanent, et je prends toujours le même exemple, mais il importe, c'est que 98% des discussions, le MEDEF et la CGT sont d'accord. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Il n'y a pas d'effet de manche, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. Et puis, il y a dans l'organisation du Césaire de Normandie, ce n'est pas vrai dans tous les Césaires, mais ça progresse bien, une commission prospective qui a maintenant, ça fait 19 ans que cette commission fonctionne, et qui a 2 missions. D'abord, d'éclairer les commissions thématiques, formation professionnelle, développement économique, aménagement du territoire, etc., mais aussi de se prononcer sur les choix politiques du président du conseil régional en termes de perspective, en lui disant que les décisions d'aujourd'hui ont des conséquences et quelles conséquences elles peuvent avoir pour l'avenir. Je voudrais prendre 2 exemples de territoires pour faire le plus simple et le plus direct possible, et qui a bien, je l'espère, sera en écho avec les interventions précédentes. Le premier territoire, la vallée de la Seine, et deuxième territoire, le Vexin normand. La vallée de la Seine, c'est le poumon économique de la Normandie, c'est la roue de la Normandie, c'est la majeure partie du tissu industriel est présent dans la vallée de la Seine, d'abord parce qu'il y a 2 ports, le port du Havre et le port de Rouen, tous deux grands ports maritimes, mais également il y a eu par des effets de déconcentration industrielle successifs, dont la grande déconcentration industrielle aussi des années 60 ordonnée par De Gaulle, puis après par Pompidou, a fait que la vallée de la Seine est très industrielle encore aujourd'hui, notamment par la présence de raffineries et des dérivés, notamment la production d'huile, et Lubrizol en est un exemple, puisque je la cite, cette entreprise, puisqu'elle a flambé au mois de septembre et que ça a provoqué un certain nombre de réactions, mais c'est la construction automobile, c'est la logistique, c'est la pharmacie, etc., etc. C'était une forme de culture industrielle, et je dis bien c'était, où on allait dans ces entreprises, hormis la pharmacie qui est arrivée un peu plus tard, de père en fils. Il y avait une sorte de
d'assurance de l'emploi et qui successivement s'est légèrement modifié, alors avec une grande présence en CDI, mais également un développement de l'intérim qui est plus important que la moyenne nationale, et avec un comportement cette fois-ci des travailleurs en intérim, entre choix et contraintes, on ne saurait pas trop le dire. Toujours est-il que les industriels constatant que les salariés en intérim pouvant très bien refuser un passage en CDI, par exemple. Et ça, quelque chose de relativement constant, notamment dans les grandes entreprises de type Renault, puisque nous avons 2 sites majeurs de Renault le long de la vallée de la Seine, mais c'est vrai également dans d'autres entreprises, notamment les raffineries, puisque ce sont 2 très grosses marques qui sont dans la vallée de la Seine, c'est Total et c'est Exxon. Et donc, il y a une modification, une évolution du comportement des salariés par rapport à leur propre travail, etc. Ce qui a fait d'ailleurs dire à un membre du Césaire il y a quelques années, quand le travail maltraite les travailleurs finissent par maltraiter le travail. Et ça a été un élément. Avec aujourd'hui quand même, à la fois une forte inquiétude et finalement des questionnements qui se posaient avant sur les temps de travail, au risque d'être en contradiction avec ce que j'ai entendu, ou personnellement je le partage, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'on constate vis-à-vis des salariés. J'ai cité Lubrizol parce que Lubrizol, le stock d'huile, de lubrifiant flambe à la fin du mois de septembre dernier, et la perspective des municipales, on dit les Verts ont un boulevard devant eux, ils vont gagner la ville de Rouen facilement, etc. Et malgré les sondages successifs qui les montraient en tête des élections, je n'arrivais pas à me persuader que les sondages allaient donner raison à cette situation-là, car les Rouennais, comme les gens de Petit-Quevilly, Gros-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Couronne, etc., eh bien, c'est pas ça qu'ils disaient. Ils disaient on va perdre un outil de production, et si on tape sur ces entreprises-là, alors on va perdre encore un peu plus d'emplois industriels, puisque depuis une dizaine d'années, 6 000 emplois industriels ont été perdus pour un total aujourd'hui de 45 000 emplois industriels sur la métropole de Rouen. Donc on ne rigole pas avec ça. Et d'une certaine manière, et le résultat des municipales m'a donné raison sur ce scepticisme vis-à-vis de la liste verte, puisque ce ne sont pas les Verts qui sont arrivés. Et dans toutes ces communes-là, c'est en fait la majorité sortante qui a soit gagné au premier tour, soit arrivé en tête et confortablement en tête. Donc on est quand même dans un contexte d'une vallée industrielle qui veut se prémunir de ces outils industriels et qui vont parallèlement considérer qu'on ne touche pas à l'outil. Et je pourrais donner un deuxième exemple très rapidement. J'avais décidé, enfin j'avais proposé, comme président du Césaire, j'avais proposé à l'Assemblée que l'on s'intègre dans le grand débat, et le premier débat que nous avons animé était à Port-Jérôme, plein dans le site Total. La question environnementale, 10 minutes, montre en main sur 3 heures de débat. Et ça donnait tout de suite le thème, on ne touche pas à l'outil industriel. Le Vexin normand, ça a beau être pas long, c'est pas loin du tout de la vallée de la Seine, puisque c'est juste au nord de la Seine, ça côtoie évidemment le Vexin français. C'est un territoire certes agricole, très très rural, et avec une forte présence en habitants d'ouvriers et surtout d'employés. Des employés qui travaillent en Île-de-France et qui prennent le train tous les jours à Gisors, 10 000 habitants, c'est le grand chef-lieu du Vexin normand, oui c'est ça, du Vexin normand, et c'est une population extrêmement fragile puisqu'elle fait aujourd'hui 50, 60, 70 km par jour, aller et retour, pour aller travailler. Et comme c'est une population à faible qualification, dès lors que l'entreprise dans laquelle ils travaillent
ferme, eh bien, c'est une population qui se retrouve dans le territoire sans réseau, le réseau social peut-être, mais pas de réseau de travail, qui avait été d'ailleurs assez bien décrit. Je ne sais pas si c'était ce territoire qui était particulièrement visé, mais c'était sur un travail sur comment, les mobilités résidentielles par le CGET, et qui montrait bien que cette population d'ouvriers et d'employés s'écartait de plus en plus des grandes villes et des lieux de travail, et lorsqu'ils se retrouvent au chômage, se retrouvent complètement isolés. Et d'une certaine manière, deviennent des personnes invisibles, y compris pour les politiques locales. C'est-à-dire que les politiques locales disant il faut agir et animer la vie locale en fonction des gens qui travaillent, qui ne sont pas là en journée et qui partent très tôt le matin et reviennent tard le soir. Et en gros, on a le samedi matin, parce que le samedi après-midi, c'est la tondeuse qui fonctionne. Et là, alors qu'il y a une autre proportion de population qui, au fur et à mesure, coupe et se coupe de liens sociaux. Et pour répondre, nous, c'est quelque chose que nous voulons observer dans les effets du confinement, et donc des très, très, très mauvaises nouvelles qui arriveront en juillet, août et septembre de fermeture d'entreprises. C'est une population qui va être vraisemblablement particulièrement fragilisée. Et j'en discutais avec le commissaire à la pauvreté, puisque chaque préfet de région, dans le cadre du plan pauvreté du gouvernement, chaque préfet maintenant est assisté d'un commissaire à la pauvreté. Et là, il va falloir s'apprêter à avoir une très forte population, et prenez cet exemple-là, peut-être d'autres aussi vont être concernés, de rentrer dans une forte précarité, et dans lesquelles les territoires ne seront pas en capacité justement d'établir des stratégies de mobilisation de ces personnes-là, de retour à l'emploi, de formation, etc., parce que jusqu'ici, les politiques locales, celles qui doivent être conduites par les EPCI, par les intercommunalités, dans leurs compétences de développement économique, jusqu'ici, tout au moins en Normandie, n'ont jamais envisagé ce genre de choses. Et là, sur un effet massif, il peut y avoir des conséquences importantes, et on peut, sur des sites, cette fois-ci anciennement industriels qui existent en Normandie, je pense à un en particulier dans l'ouest du département de l'Eure, et qui nous témoigne le fait que des populations qui étaient dans des entreprises traditionnelles de type petite métallurgie, de type tannerie, de type papeterie, etc., dès lors que ces industries cessent, avec faible qualification ou pas de qualification du tout, ce sont des personnes qui ne retournent pas ou extrêmement difficilement à l'emploi, et qui aujourd'hui considèrent même qu'il n'y a plus de boulot dans leur territoire, alors que les politiques publiques ont pu renforcer très fortement par d'autres entreprises, mais technologiques, demandant des qualifications particulières. Et là, cette population sans qualification se trouve au banc, alors qu'on a complètement restructuré économiquement le territoire. Je pense à un qui avait, dans les années 70, 110% de concentration d'emploi, de taux de concentration d'emploi, passé à plus de 200%. Donc, il y a 2 actifs pour 1 habitant, et pourtant ceux qui se trouvaient dans les familles qui se sont trouvés licenciés à la fin des années 70 considèrent qu'il n'y a plus de boulot sur ce territoire-là. Donc on est dans un contexte où il faut absolument que l'on revisite complètement la manière d'agir dans les territoires. J'ai parlé des politiques, je voudrais parler tout autant des chefs d'entreprise et des syndicats, je terminerai là-dessus. Les entreprises, même si le sigle RSE existe, les chefs d'entreprise n'imaginent pas combien ce sigle est extrêmement important, au-delà de ce qu'il peut apparaître de bien en utilisant le E d'environnement. Mais c'est le S de social qui est fondamental. Le S de social, c'est-à-dire le rôle social d'une entreprise à l'intérieur même du territoire, tout autant pour considérer qu'il y a des répercussions sur les qualifications qu'on peut développer dans l'entreprise et qui peuvent avoir aussi
elles peuvent se répercuter en termes de qualification et de maîtrise de mission, de fonction dans la vie associative, la vie politique locale. Et là, il y a des interactions possibles, mais également, à l'inverse, par de l'investissement associatif, etc., ça peut développer des formes de qualification, notamment de savoir-être, par exemple, mais pas que, et qui peuvent avoir un vrai intérêt pour l'entreprise. Ça, c'est totalement sous-exploité. Et vis-à-vis des syndicats, c'est un certain nombre, et plutôt les plus gros syndicats, je pense à un en particulier où on avait eu une discussion assez longue sur le rôle que pouvait avoir ce syndicat dans les territoires et que ça demande une réorganisation des syndicats dans les territoires et pas seulement de considérer que les délégués du personnel, les délégués syndicaux à l'intérieur des murs de l'entreprise, dans une vision très industrielle d'ailleurs des choses, le syndicat ne peut plus se contenter d'une action de cet ordre-là, mais aussi de coagir avec le politique local, avec le tissu de chefs d'entreprise, de manière à penser l'économie du territoire, à penser l'organisation du travail et à penser ces temps de vie et ces rythmes de vie. Et puis, il reste aussi encore une chose, peut-être que ça paraît marginal, mais de mon point de vue, c'est central, c'est le fait que la désynchronisation des temps de vie est un fait aujourd'hui. Je ne vois vraiment pas comment on pourrait revenir en arrière, c'est-à-dire que plus personne ne travaille au même moment dans la journée, dans l'année, dans la semaine, quel que soit le pas de temps que l'on prenne. Et cela veut dire qu'en matière d'investissement dans la vie locale, et notamment dans la vie associative, il va falloir, et ce n'est pas du tout ce que nous constatons pour l'instant, que les associations intègrent cette désynchronisation des temps de vie de manière à ce que cette vie locale prenne en compte, y compris l'investissement par les salariés, parce qu'autrement, c'est un décrochage réel de cette vie locale qui existe du côté des salariés, où on ne voit plus que des retraités, certes actifs et tant mieux pour eux, mais néanmoins, ce brassage de générations existe de moins en moins. Et ça a des conséquences, y compris dans l'organisation du travail, y compris sur un certain nombre de choses, et le travail à distance, mais ça je ne reviendrai pas là-dessus, il y a beaucoup plus compétent que moi et qui s'est exprimé sur ces éléments-là, mais quand on fait ces interconnexions-là, ça peut rendre très problématique des développements de territoire. Merci. Effectivement, ce qui ressort de vos exemples en implicite, c'est qu'il y a ou non, selon les endroits et les formes économiques, adhérence du tissu économique et du tissu social, ce qui permet une plus grande souplesse finalement dans la gestion des temps de vie, ou au contraire, il y a une sorte de cloisonnement entre l'économique et le social, et c'est très peu propice à cette désynchronisation des temps de vie qui est nécessaire si on veut avoir, par exemple, des développements du type temps choisi comme le proposait Jean-Yves Boulin. Je voudrais répondre à une des questions du fil qui était sur le lien entre valeur du travail et temps de travail. Il faut revenir sur ce que c'est que le contrat de travail classique. Le contrat de travail classique, ça consiste à acheter des unités de temps en pariant que par l'organisation du travail, on va les rendre efficaces. Quand je salarie quelqu'un pendant 8 heures, je paye au même prix l'heure où il est peu efficace et l'heure où il est surefficace. Et je fais bien sûr le pari en tant qu'employeur qu'il y aura plus d'heures surefficaces que d'heures efficaces. Je vais prendre un exemple pour un ouvrier. Si je salarie 8 heures d'un ouvrier, je vais tout faire pour que la machine qu'il conduit, qu'il répare, sur laquelle il opère, fasse en 8 heures plutôt 100 pièces que 80 pièces. Et je ne le paierai pas plus si elle fait 100 pièces que si elle fait 80 pièces, ou éventuellement le supplément que je lui donnerai ne sera pas intégralement compensé. Je ferai une marge sur cela. Je prendrai un autre exemple. Si je salarie quelqu'un dans un hôtel, je paye ses heures creuses autant que les heures du coup de feu. Je ne le paye pas plus cher pendant le coup de feu et moins cher pendant les heures creuses. Je globalise cela. Donc en fait, quand on sépare valeur du travail et valeur du temps de travail, c'est vrai dans quasiment toutes les formes.
d'achat de travail, il y a un contrat implicite, tant d'heures vaut tant de rémunération, et in fine, Dieu reconnaîtra les siens, si je puis dire. Prenez une équipe qui répond à des appels d'offres, son travail ne vaut rien à chaque fois qu'on perd l'appel d'offres, et son travail vaut économiquement quelque chose chaque fois qu'on gagne l'appel d'offres. Bien évidemment, qualitativement, il y a une dimension de qualité de travail qui est éventuellement égale dans les deux cas. Pour ma part, il m'est arrivé de gagner des appels d'offres avec de mauvaises propositions et de les perdre avec de très bonnes. Donc, je suis modeste sur la mesure de la qualité de mon propre travail. Mais en tout état de cause, il y a toujours eu, dans quelque système économique que ce soit et dans quelque système d'organisation du travail que ce soit, il y a un décalage entre la valeur du travail et le temps de travail qui y a été consacré. On est par ailleurs dans une économie où de plus en plus, en tout cas pour l'économie tertiaire et intellectuelle, c'est la pertinence du travail qui en fait sa valeur. Ce n'est pas la quantité de temps de travail. Et ça, c'est important, et c'est encore plus important dans les métiers qui s'automatisent, où une bonne partie du temps de travail est du temps de règlement d'incidents, et non pas du temps d'opération. Et ça, c'est vrai dans le tertiaire, c'est vrai bien évidemment dans l'industrie. Donc, je pense qu'on ne pourra plus, en tout cas, dire la valeur d'un travail, c'est la somme des temps qui y sont consacrés, si tant est que c'est déjà été vrai. Si tant est que c'est déjà été vrai. Par contre, le fait d'acheter le travail sous forme de temps, ça donne des possibilités de projection à une personne, ça donne des possibilités de perfectionnement au long terme, ça donne tout un cadre dans sa vie privée, bien évidemment, pour se projeter dans sa vie, et dans sa vie professionnelle pour se projeter en termes de métier et de compétences. Et ça, c'est un des éléments que l'on perd si on dit supprimons la notion de travail ou la notion de temps, achetons la tâche, achetons le produit fini. Parce que acheter le produit fini, ça suppose effectivement que la personne qui produit n'a pas besoin de se projeter dans le temps privé, n'a pas besoin de se projeter dans le temps social et collectif et professionnel. Alors ça peut être vrai, je le répète, pour un retraité qui veut arrondir ses fins de mois, oui, bien sûr, il peut considérer que vendre des tâches est un bon complément de revenu, mais en tout cas, sur l'ensemble d'une vie, c'est extrêmement potentiellement déstabilisant. Il y a une autre question sur l'utopie de la semaine de 4 jours. Et là, je voudrais savoir lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous veut se saisir de la question de Laurent Mayeux. Non pas que je n'ai pas personnellement des opinions sur le sujet, mais en tout état de cause, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Jean-Yves ? Oui, non, c'est pas une utopie, la semaine de 4 jours. Elle est en place dans des pays, elle est en place dans des entreprises, etc. C'est une modalité de la réduction et de l'aménagement du temps de travail qui peut être plus en adéquation avec certains types d'activités qu'avec d'autres. Donc, il n'y a pas. Je pense que de toute façon, que ce soit la semaine de 4 jours, que ce soit des congés longs sur l'ensemble de la vie, par exemple sur l'investissement, là, je vois sur la question, c'est aussi investir la vie locale. Bon, après, tout dépend ce que les individus vont faire de cette semaine de 4 jours. Est-ce que c'est pour prendre des week-ends de 3 jours? Est-ce que c'est pour réellement s'investir, alors tout le week-end ou seulement la journée qui a été dégagée? Voilà, je pense que toutes ces questions-là sont vraiment à recontextualiser en fonction des types d'organisation du travail, de types de production, etc. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas non plus en faire un standard, quelque chose qui remplacerait la semaine de 5 jours ou la semaine. De toute façon, il n'y a plus de semaine de 5 jours. L'horaire de travail standard, il existe à peu près pour maintenant, moins de la moitié des salariés sont concernés par un temps de travail standard. Donc voilà, non, pour moi, ça fait partie vraiment des possibilités à étudier au plus près des conditions de production. Nous avons encore 2 minutes. Ça permet éventuellement à quelqu'un de faire un court rajout, ce qu'on appelle un repentir en peinture. Donc, vous avez droit à un repentir d'1 minute ou de 2 minutes, pas beaucoup plus. Ensuite, c'est bien à 15 heures que démarre la prochaine conférence et je laisserai donc ma place. J'ai une question. Vas-y. Jean-Éric Aubert, de la Société française de prospective. Là, pourquoi est-ce que des choses qui paraissent tomber sous le sens ont semblé être faciles à faire en Scandinavie et en Allemagne? Pourquoi en France, à chaque fois, on se plante, pour parler clairement?
enfin, je ne sais pas, je ne vais pas monopoliser non plus, mais enfin, moi, j'ai un petit avis là-dessus, c'est que, vous savez, quand on fait, moi, je suis frappé par les enquêtes conditions de travail, les enquêtes européennes, en particulier les conditions de travail, ou les enquêtes valeurs, par exemple, qui ont été travaillées par Dominique Méda et Patricia Bandramine. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le travail a une forte connotation, une connotation très positive en France, enfin, apparemment, dans les enquêtes valeurs, c'est-à-dire beaucoup d'attentes sont portées sur le travail, et en même temps, c'est le pays où les conditions de travail sont le plus contestées. Je crois qu'on est en France encore, et là, j'incrimine un peu le patronat d'une certaine manière, dans un mode de relation sociale qui n'est pas un mode de relation sociale qui recherche le compromis, qui recherche le progrès, le compromis à travers le progrès, hein, en particulier. Et moi, je suis frappé, par exemple, quand on voit la sortie de la pandémie, les propositions qui ont été faites et qui sont faites et qui sont sur la table, qui ont fait l'objet d'ordonnances d'ailleurs, de passer à 60 heures, d'augmenter la durée du travail, c'était les propositions de l'Institut Montaigne, etc. On revient toujours à des vieilles recettes sans chercher à imaginer de nouveaux processus, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment lié à l'état des relations sociales en France qui, moi, me rend toujours très pessimiste sur les possibilités de progrès social. Enfin, là, je laisse à d'autres le soin peut-être de compléter. Pardon. Nous allons donc terminer cette séance et la prochaine séance sera animée par Éric Hoët. Donc, on a juste besoin qu'il me succède sur cet ordinateur. Je vous remercie en tout cas pour votre contribution. C'est maintenant ou 13h15, 15h15 C'est 15h15. Hein. Oui, c'est 15h15. 15h15, hein, parce que Non, C'est 15h15. 15h15. Mais il y a juste un quart d'heure de battement. À chaque fois, il y avait un quart d'heure de battement. Non, mais plus que ça, mais là… Quitter la réunion. Hmm.